Eh bien, bonjour, bon matin à tous. C'est un immense plaisir d'être ici réunis, puis si bien accompagné. Puis je pense qu'on a la chance ce matin d'avoir des gens de très haute qualité qui sont réunis ce matin. Merci aux organisateurs. Et les témoignages que l'on entend depuis ce matin nous permettent de faire une espèce de survol très rapide des vastes dimensions que peuvent composer la réconciliation. Alors j'aime bien à ce sujet citer mon ami Christopher Fletcher qui dit « Quand saurons-nous que nous sommes réconciliés? » Puis la question elle suppose que nous réfléchissions à certains indicateurs qui nous permettraient de savoir à quel moment est-ce que nous formerons à nouveau une collectivité. Là, justement, tantôt, je me disais, j'étais allé rechercher, je dis, mais réconciliation, ça vient de où? Puis là, j'allais voir dans l'étymologie, puis là, genre, à conciliation, puis à concile, puis là, genre, concile qui est un vieux mot en latin qui veut dire assembler. Alors, à quel moment serons-nous assemblés à nouveau? Et sur quelle base? Et ce qui est ressorti depuis ce matin, puis dans les différentes expériences que j'ai eues et réflexions alentour de la réconciliation, c'est que bien sûr, ça peut se manifester à travers la politique, à travers les gouvernements, dans la relation de nation à nation, que ce soit au niveau fédéral, provincial, territorial ou municipal, comme ça a été soulevé tout à l'heure. Ça pourrait se vérifier aussi au niveau économique, dans la façon dont les Premières Nations pensent et réfléchissent leur participation à l'échange de biens et de services sur l'utilisation de leur territoire. Ça devra aussi nécessairement se vérifier aussi en termes de droit, de justice et de relation à tout l'appareil judiciaire. Également sur le plan éducationnel, sur le plan industriel, sur le plan historique, à quand est-ce que nous aurons une histoire qui sera communément racontée et reconnue? Sur le plan, bien sûr, bonjour, bienvenue. Sur le plan académique, sur le plan éducationnel, puis on voit à quel point justement que ce soit au niveau primaire, secondaire, collégial, universitaire, tout le cursus éducationnel s'est mis en branle pour essayer justement de prendre le plus tôt possible dans l'enfance à bras-le-corps les enjeux de la réconciliation. On le sait à quel point il est difficile tardivement dans la vie d'un individu d'aller déconstruire les préjugés et l'ignorance. Donc l'apprendre de très tôt. Il y a quelques années, j'avais eu la chance, puis je suis ici accompagné par Sarah Clément, avec qui j'ai eu la chance de travailler, puis bien avant le Cercle Kizis, dans d'autres projets. On s'est rencontrés à l'Université à Laval en anthropologie à la fin des années 90, mais on s'est impliqué avant le projet Sarkizis dans un autre projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait le projet Wampum. Qui était un projet dans le cadre de la Commission Vérité et Réconciliation qui visait sur un plan citoyen, puis c'est là que je vais vous amener, parce que pour moi, cette dimension-là, comme l'appelait justement Marie-Ève Bordelot à la fin, quelque part, la réconciliation s'opère, pour moi, d'abord et avant tout, de manière le plus intime, sur le plan citoyen, sur le plan humain. Quand on se retrouve là, de personne à personne, quand on tisse des amitiés entre des peuples, entre des individus. Et c'est ce qu'on avait envie d'offrir, c'est ce qu'on a eu la chance de voir se mettre en œuvre à travers le projet Wampum, où on a fait une tournée où on permettait à des citoyens québécois, canadiens, d'entendre le récit d'aînés qui étaient passés dans des pensionnats autochtones. Et d'entrer dans une réconciliation humaine, d'entrer dans un contact avec l'autre, d'entrer dans ces mocassins de manière plus intime que seulement cérébrale ou un peu
de manière statistique, d'entrer vraiment en relation avec quelqu'un. Et suite au projet Wampum, on avait eu envie de poursuivre l'aventure et il y avait, puis vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette initiative-là, ça s'appelle le Forum des artisans du changement, qui est un forum citoyen ouvert qui invite tous les gens qui ont envie de changement dans leur collectivité, dans leur société, à venir proposer des projets. Et Sarah et moi, à cette époque-là, c'était en 2014-13, à proposer, dans le cadre de cette rencontre-là, un atelier qui s'intitulait « Comment créer des occasions de rencontre et de rapprochement, de réconciliation entre peuples autochtones et Québécois canadiens ». Et il s'en est suivi une espèce de mouvement. À partir de cette rencontre-là, on s'était rendu compte que c'était impossible d'arriver à tout faire à l'intérieur de l'heure qui nous était donnée. On s'est tous donné rendez-vous. Quelques 2 semaines après, puis à nouveau un autre mois plus tard, puis de fil en aiguille, d'assemblée en assemblée, il est apparu évident que l'on avait besoin de créer sur cette rencontre-là dans la région de Québec une rencontre citoyenne c'est là qu'a pris d'ailleurs naissance le nom Kizis. Toutes nos décisions initiales sont toutes nées de cette rencontre-là, d'assemblées citoyennes composées à la fois de Premières Nations, des Anishinaabe, des Inuits, des Atikamekw. Il y avait des gens de différentes nations, des Québécois aussi de toutes origines qui étaient là, qui étaient dans cette réflexion de se retrouver, non pas sur le plan institutionnel, mais sur le plan humain. Et est née là la mission du Cercle Kizis, qui était donc le plus grand rayonnement des cultures autochtones, mais aussi le rapprochement entre les peuples. Et donc l'idée de créer des occasions où justement il serait possible, au cœur même de la ville, de faire rayonner les valeurs, les cultures, les talents, la richesse, la très grande diversité des cultures autochtones. Et ça, c'était donc en 2014. Puis je vais inviter Sarah, pour la suite des choses, à vous expliquer comment est-ce que justement ça s'est manifesté dans toute une série de dimensions. Oui. Sarah. Merci. Alors, pour nous, c'était important de marquer la présence autochtone à Québec et j'étais très intéressée par la présentation de Marie-Ève parce que, en fait, je vois qu'à Montréal, ils ont peut-être un pas d'avance vraiment, puis j'espère que Québec va emboîter le pas. Mais je trouve qu'en fait, Québec est un lieu de rassemblement, un lieu important au niveau de rassemblement de plusieurs nations, un lieu de passage. C'était important de marquer cette présence-là. Et je trouve que les signes, il n'y en a pas encore assez à Québec même. Moi, j'ai grandi sur le bord du fleuve et j'ai un intérêt pour les cultures autochtones depuis de longue date. Et donc, d'où cet intérêt. Et on a rencontré plusieurs personnes qui avaient envie de connecter avec les cultures autochtones, mais ne savaient pas par quels moyens, comment s'y prendre. Alors, ça a été pour nous, le Cercle Kizis, c'est une opportunité de faire connaître les cultures, puis donner comme une porte d'entrée aussi pour les citoyens de la ville, même beaucoup aussi de nouveaux arrivants qui sont très intéressés par les cultures autochtones, puis c'est un peu mystérieux tout ça. Alors, c'était une façon de ces nouveaux arrivants-là de rentrer en contact aussi avec les cultures. Alors, on a commencé en 2014. C'est des événements souvent qu'on a organisés. On a organisé près d'une vingtaine d'événements depuis 2014. Des événements qu'on a souvent travaillé en collaboration avec différents partenaires, je tiens à le souligner, parce qu'on était une petite équipe bénévole. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on faisait à côté de nos activités professionnelles et qu'on portait. Donc, c'était intéressant pour nous de travailler en collaboration avec des institutions, des partenaires. On a travaillé donc avec le Musée de la civilisation, avec l'Association des étudiantes autochtones de l'Université Laval, c'est le Sierra aussi, avec la Commission des droits de la personne, en fait, bien sûr, Musée de la civilisation, j'ai dit, Conseil de la Nation Huron-Wendat et plusieurs autres, le CIPP, c'est Centre d'innovation des premiers peuples, je vois ici Céline, là, qui nous a quand même, parce qu'au début, étant une institution non structurée ou... En fait, on était un mouvement citoyen, donc ça nous prenait, on devait se rattacher légalement, administrativement à une organisation qui était structurée. Donc, on a pendant longtemps été hébergé par le Centre d'innovation des premiers peuples. Je vous en remercie, là, d'ailleurs, Céline. Donc, voilà. Depuis 2015, on est on vole de nos propres ailes. On est incorporé au BNL et voilà. Donc, on est à un moment charnière, je dirais, de notre évolution. Donc, pendant ces 5-6 dernières années, ça a été des événements que nous avons organisés. Nous, comme dans notre approche, dans la façon qu'on voit ça, c'est
on se dit, ben, c'est des rencontres humaines. Donc, on est vraiment à un niveau humain. On essaie de faire tomber un peu tout ce qui est barrière, qui pourrait être même de l'ordre de la race. C'est vraiment un rendez-vous humain. Un rendez-vous par les sens aussi, déjà, mon Dieu, OK. Donc, on est des êtres de sens à tous les niveaux, êtres de sens, puis êtres de sens. Alors, on y va vraiment avec dans le fond, l'ouïe, le goûter, les mythes, les contes. Donc, souvent, puis on commence aussi avec des aînés, souvent avec des cérémonies, des partages d'aînés. Alors, l'importance de la présence du conte pour transmettre des valeurs, transmettre les cultures. La musique, bien sûr, les artistes, à travers la musique, la danse, le chant. Et toujours quelque chose de très important au cœur de nos événements, c'est la rencontre à travers la nourriture. Donc, c'est vraiment... on a souvent de la nourriture traditionnelle préparée et c'est des moments où on prend une pause, puis à travers, on fait comme dit souvent Alexandre, à travers le caribou, à travers le saumon, à travers le thé du Labrador. Et donc, c'est vraiment de ramener ça à la base, de ce qui fait qu'on est des êtres humains. Alors, c'est un peu ça la clé, je dirais, de nos événements. C'est de toujours ramener ça à un niveau très intime. Et souvent, on a quand même un bon succès, je dirais, on peut aller chercher jusqu'à 200 personnes parfois dans nos événements, mais reste qu'il y a toujours comme une forme d'intimité, on parle le langage du cœur, en fait, c'est ce qu'on invite, c'est vraiment aller au-delà du mental, puis descendre. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui circulent au niveau de la tête, du mental, mais pour vraiment des changements de conscience, c'est souvent descendre au niveau du cœur. Donc, c'est le travail qu'on essaie de faire, c'est de descendre à ce niveau-là. Alors, je pense que les contes aussi, c'est des choses qui parlent, je pense, le langage du cœur, qui vont toucher cette dimension-là de l'être humain, et la musique et la danse. Donc, c'est vraiment le langage qui est utilisé avec les événements, c'est d'aller toucher le cœur humain. Et là, on est rendu à une belle étape là, de croissance, et puis on cherche à disons, diffuser un peu plus ces initiatives-là, à aller créer d'autres partenariats. Je sais qu'aussi à Gatineau, il y a eu des initiatives avec le CIPP aussi qui disent, donc fait comme, je dirais, commence à faire boule de neige là, dans d'autres endroits au Québec. Donc, avec Gatineau et peut-être aussi ailleurs, on espère inspirer peut-être d'autres mouvements citoyens ailleurs au Québec. Donc, voudrais-tu donner le mot de la fin, peut-être? Oui, c'est ça. Ben, peut-être, justement, parmi les autres volets qu'on souhaiterait développer, il y a celui des langues, l'enseignement des langues autochtones en milieu urbain. Alors, on souhaite tous très fort que le projet de loi C-91 soit adopté avant la fin de la prochaine Assemblée et que s'en suive le budget pour qu'on puisse tous faire la promotion des langues autochtones là, à l'extérieur. C'est vraiment un enjeu majeur de plus en plus dans les prochaines années. La présence autochtone en milieu urbain va vraiment s'accentuer. C'est une réalité démographique, c'est une réalité légale. Alors, je pense qu'il faut prendre en compte ces dimensions-là. Et la réconciliation, puis là, je vais terminer là-dessus. Pour moi, c'est pas d'un point de vue, comment dire, on ne quête pas la réconciliation d'un point de vue autochtone. Plusieurs, dont moi, Sarah, et ceux qui sont bien ancrés dans leur culture, qui connaissent la valeur incroyable, la très grande profondeur des cultures autochtones, ont la conviction que la réconciliation, c'est non seulement quelque chose de souhaitable, mais nécessaire à maintenir la diversité, non seulement culturelle, mais biologique. La biodiversité, le lien, il est clair maintenant entre le maintien de la diversité culturelle et de la diversité biologique dans la préservation de nos environnements et très possiblement à la survie même de l'humanité. On a besoin de cette réconciliation-là. Et elle s'opère à tous les niveaux. Puis votre simple présence ici aujourd'hui témoigne de votre intérêt envers la réconciliation. Merci de nous avoir écoutés. Une excellente journée.